ガープ、信じられるかガープ。おめえが死ぬって？ロジャー。ガキが生まれるんだ、家族。この俺に。おめえじゃねえんだ。海兵の俺にそれを言ってどうする？ロジャーだからお前に言ったんだ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ。俺はゴール D ロジャーだ。時々会うな、 D を名に持つ奴ら。うちにも一人ティーチってのがいる。D ってのは何なんだ？知りてえか。よーし、教えてやろう。はるか昔の話だが、Barbe Blanche nous avait déjà tout raconté à Marineford. Comme certains portent la volonté de Roger, d'autres porteront la volonté de Ace. Et ce n'est pas toi que Roger attend. Non, Marshal Dittich est l'héritier d'une autre volonté plus sombre, celle du capitaine du plus puissant équipage au monde, Rox dit Shebeck. La volonté de devenir le maître du monde, marchant sur ses pas, nommant son navire en hommage au Rox, le sabre de Shebeck, et s'installant sur l'île où résidait le plus dangereux des équipages, la ruche. Ça y est, aujourd'hui est un jour historique, Oda ayant tout calculé jusqu'à même les combinaisons de numéros de chapitres qui représentent à chaque fois un empereur, avec le chapitre 597 et Barbe Blanche sur la couverture, le chapitre 579, Shanks arrêtant la guerre et Kaido la déclarant au chapitre 795, pour enfin finir sur un chapitre leur étant entièrement consacré, le 957. Qui va hériter de la volonté des Rox? Quelle sera la prime de Luffy à la toute fin? Quel sera le combat final de One Piece? Que se trouve à God Valley? Et comment l'histoire va se répéter? Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Coran, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et Yokozo Minasan pour un moment historique dans l'histoire du manga, dans Clairement. l'histoire de One Piece. Le chapitre 957 marque les paroles d'Eshiroda qui il y a quelques mois nous disait que vous allez voir, je vais vous montrer ce qui se trouve au-delà de l'imagination. Et alors c'est avec beaucoup d'émotion qu'on voit quelque chose qu'on attendait depuis le début, c'est-à-dire quelque chose de purement fanservice, parce que ici on a du score. C'est essentiellement du score. C'est quelque chose quand même qu'on attendait depuis le tout premier chapitre. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça depuis juillet 1997, que celui qui n'a pas pensé à la prime de Goldie Roger quand il l'a vu sur l'échafaud me lance la première pierre. Qui ne s'est jamais dit mais... C'est qui ce mec? Genre, putain, il doit être super fort, on peut pas avoir sa prime ou quoi? On a dû attendre 22 ans et on a enfin la réponse. Mais plus encore, Eiichiroda en un seul chapitre en fait, et ben il nous met, ça y est, c'est la toute dernière fois qu'on pourra être étonné par les primes dans One Piece. C'est pourquoi, les amis, c'est parti, review du Mont Corvo. Ce qui est au bonnement incroyable, c'est que c'est à nouveau, et comme le chapitre précédent, quelque chose d'inhérent à One Piece. C'est parce que c'est One Piece que ça marche aussi bien, que c'est quelque chose de purement factuel qui, de base, ne sert à rien puisque les personnages sont morts. Mais oui. Et d'autant plus que du coup, ça aurait pu être dit n'importe quand dans le manga. Pourquoi est-ce que Eiichiroda n'a pas présenté le Seigneur des Pirates sur son échafaud avec une prime? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que One Piece, putain, mais c'est C'est vrai incroyable! que beaucoup de gens se sont étonnés de nos réactions de waouh, mais c'est incroyable, comme vous en faites des caisses et tout. Non, en fait, c'est parce que c'est Non, un non, truc quand avec ça fait lequel plus on de 12-13 ans qu'on vit avec, et donc forcément, c'est quand même quelque chose de très. Moi, je trouve ça très touchant en fait, de découvrir ça. C'était un truc qu'on avait vraiment envie de voir depuis toujours. Je trouve que c'est vraiment la révélation majeure du manga. Certes, en soi, inutile, mais tellement touchante. C'est la beauté de la chose, justement, parce qu'on est touché par quelque chose qui n'a absolument aucun impact sur le manga, ça n'aura jamais aucun impact. Et encore une fois, chapitre exceptionnel, analyse exceptionnelle, il y a énormément de choses à dire, tellement de choses à voir, à comprendre, à analyser, à creuser et tout, et on a fait un travail de dingue, vraiment. Vous vous rappelez de la review de la semaine dernière? Et ben, c'est rien comparé à ce qu'on vous a préparé là aujourd'hui. On est super fiers de vous apporter tout ça parce que, ça y est, aujourd'hui on va parler dans la première partie de point par point de ce que les primes apportent sur les personnages dans One Piece. En deuxième partie, on va parler tout simplement du retour au pays de l'harmonie de Oden Kozuki et surtout du mystère qui enveloppe un peu le personnage de Sakazuki dit Akainu. Et ensuite, en dernière partie, encore une fois, on ne dort plus la nuit, on est totalement ravagé, mais on va vous présenter de la véritable histoire totalement mystique de Rox dit Shebeck, de Barbe Blanche, Barbe Noire, Kaido, Big Mom, Shiki, Roger, Garp et Luffy. Et Ace.
dit que c'est historique, c'est que ça l'est vraiment, parce que ça y est, pour la première fois, en 22 ans, on ne pourra plus être vraiment étonné par les primes dans One Piece. Par là j'entends, on a eu la prime la plus élevée de la piraterie, alors bien sûr tout de suite Dragon. Est-ce que on parle ici de la prime la plus élevée de la piraterie, donc Dragon n'en fait pas partie, donc il a bien toujours la prime la plus élevée du monde, ou bien est-ce que, et moi je préférerais ça, que tout simplement Dragon a une prime différente, quelque chose d'unique. Peut-être que si tu le chopes, tu peux vraiment demander un souhait. 5 Je veux milliards dire, non de mais... berries, ça te... Oui mais pose des deux, quand même. c'est ridiculement élevé, je veux dire ça, entre 5 milliards et 6 milliards, ben on va être là en mode... Personnellement c'est vraiment la dernière fois être mindfucké en disant putain 5 milliards 500 millions incroyable. Si Dragon là c'est waouh 8 milliards. Enfin vous voyez c'est un peu peut-être un peu trop la surenchère. Et d'ailleurs Eiichiro non mais ça je me donne en gros c'est pas tout simplement Only Dead par exemple, juste un Only Dead sur la fiche de Dragon parce que c'est on l'a jamais eu, un Dead or Alive, Only Alive, mais on a jamais eu Only Dead. Et avec bah voilà demandez au gouvernement ce que vous voulez, le gros rosé exauce vos souhaits. Ainsi qu'il resto. Oda l'a très bien fait, c'était la toute dernière fois qu'il pouvait le faire et donc il a tout balancé d'un coup. Les meilleures primes dans One Piece, les empereurs et en plus les 2 légendes comme il dit lui-même. Ça y est, je trouve que c'est génial, vraiment il s'est dit c'est la dernière fois, profitez les gars. Alors, je vous fais un cours avec Sengoku qui explique vraiment, c'est très formel. C'est vraiment, parce qu'en soi, on pourrait un peu reprocher ça, on pourrait reprocher une construction un peu facile et un peu, attends wesh, pourquoi Sengoku il nous fait ça, c'est facile de la part des Chiroda. Mais il a voulu faire un truc officiel, comme si on allait à l'école, qu'on apprenait, regardez les enfants, je vous dis un peu ce qui se passe dans le monde. Et je trouvais ça beau, parce qu'on on est un peu nous les enfants qui apprenons le monde de One Piece et c'est réussi, c'était la toute dernière fois je pense. Ce qui est très fort, c'est que voilà, Eiichiro Oda quand même, il utilise un petit peu son monde à la perfection pour pouvoir aborder ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on a Sengoku qui est là en mode, bah écoutez, Sakazuki, il faut quand même que les jeunes recrues puissent tout comprendre. Hein. Cependant, quand même, les jeunes recrues, merci, hein, c'est des aspirants marines et tout ça. Désolé, c'est les pages jaunes, hein, le truc. Moi, j'aurais su ça. T'as 2 mois, le truc de la prime de Shanks, tu la connais. Ouais, non, je peux devenir un peu marine et tout. Moi, je suis chaud là. Voici 5 milliards là. Allez, au revoir. Cela dit, notons que prime la plus élevée de l'histoire de la piraterie sous-entend quelque chose extrêmement important. Eh bien, c'est que El Famoso Rox d'Ishebek n'a pas eu de prime plus élevée que celle de Roger à son apogée. Alors, ça veut pas dire que pour autant, ça se trouve chez Beck, il avait 5 milliards aussi, hein, c'est largement possible. Cependant, vraiment, ça veut dire que le pirate avec qui il a fallu que les plus hauts officiers de la marine, le seigneur des pirates et tout, s'allient pour vaincre, n'a jamais eu de prime plus élevée. Ok. Enfin, notons quelque chose d'hyper important, c'est la symbolique de la prime future de Luffy. On a noté ça dans les commentaires, il se reconnaîtra, c'était un très beau commentaire qui disait qu'étant donné qu'on a 5,5 pour Roger, on pourrait avoir 5,6 milliards pour Luffy qui le battrait symboliquement en devenant le seigneur des pirates, ce qui ferait de lui du coup l'homme aux 5 milliards 600 millions de berries. En gros, vous comprenez les bails, c'est-à-dire que ça fait Go Emu en japonais, Gomu Gomu, c'est Luffy. Alors pour continuer personnage par personnage, on a tout de même la prime qui est rappelée de Barbe Noire. Et ici, attention, voilà, n'allons pas trop vite. On sait tous très bien que ça pue derrière tout ça, qu'il a la prime la plus faible des empereurs. Mais voilà, c'est un peu le rookie des empereurs, il est tout nouveau dans le game, donc c'est normal que Barbe Noire... Qu'est-ce qu'il est intelligent, Barbe Noire, pour avoir dit, en voyant la prime de Luffy, non, clairement, tu n'es pas prêt, parce que lui-même sait qu'il n'est clairement pas encore... Exactement, c'est ça qui est très Barbe bien. Noire, Barbe Noire, il est vraiment parti pour être vraiment le personnage un peu invincible du manga, hyper intelligent, il sait absolument tout du game, mais il est encore nouveau là-dedans, c'est pourquoi, eh ben, il a que la moitié des autres empereurs. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on apprend dans ce chapitre-là que le Davy Bag Fight vient sûrement de l'île de la Ruche, de là où vient Barbe Noire, parce que ça a été créé sur une île où tout le monde s'entretuait et tout, et c'était l'île de la Ruche où il y avait de base et ben, les Rocks Pirates, qui étaient un équipage qui ne s'entendait pas du tout et qui faisait que de s'entretuer et tout, et donc c'est ce que Robin disait sur Long Ring Long Land. C'est ça. Et disait que donc ça venait d'une île voilà, de piraterie légendaire. Ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, déjà de base, mise en abîme encore, et ben c'est inspiré de base de la célèbre île de Tortuga qui a vraiment existé aux Caraïbes, où c'était un bordel, un foutoir gigantesque dans les Caraïbes, où tous les pirates venaient pour s'entretuer, faire la fête et tout. Donc Oda fait une référence à une véritable île, et Robin fait une référence à l'île qui a une référence dans... Ouais, c'est bon. Enfin, on a quand même un petit empereur qu'il faut parler là, quand même, il est assez stylé, hein. C'est le plus grand poseur, les cheveux au vent. Il était beau. L'œil sur le côté, c'est-à-dire que vraiment, on les a tous pris en photo, Bigom elle est comme ça, il y a Kaido il est comme ça, et Shanks mais pour de vrai, mais vraiment il y a un petit ventilateur qui fait comme ça, il est magnifique. Oh, il a vu le photographe, il s'est fait, oh mais c'est mon moment. Ben Mepan, Lukiru, c'est parti les boys, c'est parti là. Hey, Captain, tu fais un regard sur le côté s'il te plaît. Nickel. Hacham il arrive, il a fait Fire. Shanks le roux, capitaine de l'équipage des loups, qui est vraiment balèze dans la mesure où c'est quand même mentionné quelque chose d'assez intéressant, c'est que ces pirates... Je lui fais l'amour.
exactement. En plus de remettre notre sexualité en question, Shanks eh bien, aborde un sujet extrêmement important qui est celui de son équipage. Il est mentionné par Brand New qu'il possède l'équipage le plus solide. peu les Entendre que c'est Mugiwara, quoi. monstrueux, voilà, mais du coup ce qui est vraiment stylé, ça renforce tout le mysticisme qui accompagne ce personnage, tant eh bien c'est quelque chose, voilà, il a la pleine confiance de ses compagnons et tout, putain c'est un vrai équipage, eux pour de vrai ils sont vraiment sur C'est le pour ça pont que- de leur bateau, c'est pas l'autre connard dans ses usines ou Big Mom qui mange ses enfants, putain mais lui ça fait tellement plaisir. C'est malade les amis. Il y a 6 ans, il est devenu empereur. C'est-à-dire que du coup, il n'était pas, enfin ça c'est une grande question qu'on se posait, il n'était pas à Fushia au début du manga. Mais Ouais. du coup, ce mec, c'est-à-dire qu'il est vraiment arrivé comme ça avec un bras de clochard et il s'est dit je vais vous m'arracher. Je pense sincèrement avec ça, si on fait des petits raccourcis, que tout simplement Roger avait peut-être vraiment, sincèrement vu en lui le prochain roi des pirates. Parce que si le mec avec un seul bras devient un des hommes les plus dangereux du monde, et donc je pense que c'est ce qui s'est passé, je pense que plus tard dans le manga on va l'apprendre ça, que finalement, eh ben Shanks savait qu'il allait pouvoir être peut-être le prochain roi des pirates, Ouais, mais non, il s'est dit c'est fuck, bien. ce sera pas moi, ça va être ce petit gamin. Kaido chez les Rocks, Barbe Blanche chez les Rocks. Il vient de nulle part, Shanks. Et d'ailleurs, ce truc très intéressant aussi, c'est comme on sait que son équipage est assez polyvalent et tout, qui est très costaud. Et ben fuck Ben Beckman, tu vois. Moi je m'attends trop à un genre de 3,5 milliards. Je sens qu'ils sont tous proches de leur capitaine. Côté, Mais bah, qu'est-ce qu'ils voilà. ont fait? Et ça qui était bien, c'est qu'on se disait aussi, Shanks, ça se trouve, il a une prime un peu pérave dans la mesure où il a les connexions avec la marine et tout ça, ce qui Et- fait que ouais. ils vont pas lui mettre une grande prime. Qu'un seul bras et pas de fruit du démon. Et le mec a 4 milliards sur sa tête en 6 ans. Moi je vous dis que c'était censé être le prochain roi des pirates, c'est juste qu'il a dit non finalement c'est pas pour moi, vas-y Luffy. Mais sincèrement je pense que Shanks c'est un des hommes les plus forts du monde, c'est un délire. Et savoir que Mihawk lui va lui tenir tête, ça veut dire que Mihawk, ah oui, niveau empereur, je vous le dis, Mihawk niveau empereur. Le parcours de Shanks étant le plus mystique et le plus important sans doute de tout le manga avec celui du Seigneur des Pirates, on en parle à la 3ème partie, avec celui qui est étroitement lié à Shanks, quelqu'un qui, au lieu d'accéder à la lumière, a décidé d'aller dans les ténèbres, l'héritage de quelqu'un extrêmement obscur, Barbe Noire ou frère. Mais pour conclure cette partie, c'est quand même eh bien des noms qui sont mentionnés, qui faisaient partie, alors de petites recrues mais qui plus tard feront un nom hein, comme fucking Shiki, qui est genre littéralement canonisé dans le manga. J'ai envie de chialer tellement il y a Est-ce des que noms. ça dérange Oh. quelqu'un ici? C'est-à-dire qu'en gros, dans 2 ans, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui dit ouais, belette et tout. Non mais pour de vrai, un personnage d'un film, même s'il appartenait au chapitre 0, tout ça que Shiroda a scénarisé pour le film, il est quand même mentionné de manière officielle dans le manga. C'est Non mais incrédible je suis du en cul. sueur, non, mais c'est vrai, c'est tellement sueur comme... Chiroda il doit penser à tellement Et en plus, c'est même de pas Shiki, trucs. c'est le lion d'or quand il est mentionné. C'est Mais c'est tellement beau de savoir que peut-être dans 2-3 ans, on aura... ouais bah il paraît que c'était puissant, mais là c'était le jour où Belette est arrivé et tout, tu sais, c'est des trucs, c'était moi putain je kiffe. Et en plus il y a quoi? Il y a Captain John. Putain, mais Captain John, c'est qui Captain John? C'est une putain de quête RPG pour Baggy le clown. Captain John, c'est un putain de personnage secondaire que Oda il a introduit à Impel Down, mais avant on avait vu son zombie à Thriller Bark. Chaque personnage dans One Piece, il y en a des centaines, et chaque personnage a sa putain de quête RPG. Oda il pense à tout, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas, dans un seul chapitre, le mec il te rappelle que Shiki existe et qu'il est canon et qu'en plus c'est Captain John et que Baggy, et ben il recherche le trésor de Captain John et qu'il a le bracelet que Luffy il avait trouvé sur Thriller Bark qu'il lui a donné à Impel Down et que donc Baggy va sûrement devoir retourner dans le game et autant et ben c'est à God Valley, je sais pas quoi, qu'il y a le trésor de Captain John. C'est un délire. Oda il oublie rien, tout est calculé, mais le mec il doit plus dormir. Moi je fais des reviews sur One Piece, j'arrive plus à dormir, mais alors toi tu fais comment Oda? La vie. Sa grand-mère, la Sakuzuki, c'est incroyable. Je Captain vous jure. John, le père de Baggy confirmé. Non mais c'est vraiment Baggy dit clown. la hache d'argent. On a que des noms extrêmement mystiques qui sont mentionnés. Nous avons du coup 2 personnages quand même qu'il faut mentionner puisque on sait pas d'où ils sortent vraiment. C'est la première fois qu'on les entend d'ailleurs. Hein. Mais c'est la- normal, c'est normal. la hache Encore d'argent. Oda, voilà, il a vraiment pas de respect, il introduit encore des persos. Mais vas-y. El Famoso hache d'argent, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur un pied d'égalité comme Shiki et tout, hein, parce que voilà. Comme exactement Xangwe Wanzi, qui est vraiment important dans la mesure où ça va permettre d'annoncer eh bien, tout le pan de culture chinoise que Shiroda essaie de mettre en place depuis l'introduction de Kanokuni. Et vous le savez, c'est-à-dire le pays des fleurs qui était avec La Sai, Hapunavi. avec Sai et tout ça. Et surtout qu'on se rappelle que la Hapunavi était extrêmement puissante et tenait un petit peu tête à Garp. Ouais. Et comment parce que Garp on va en parler hein. Donc c'est pour vous dire que Kanokuni doit être vraiment très puissante comme truc. Mais voilà, parlons de Garp les amis. Quand même, c'est incroyable comme il est arrivé. Et il a vraiment déchiré sa chemise et il allait s'affronter. Et moi ça me fait penser quoi ça? Ça me fait penser à quand même à après Marineford, à la fin de Marineford où on le voyait qu'il voulait se faire à Kainu. Mais en fait, il allait se le déchirer. Il allait le fracasser à Kainu. C'est pour vous dire à quel point en fait, mais Garp, c'est un délire. Et
c'est un truc de ouf, les valeurs qu'il représente. De savoir qu'aujourd'hui, il a refusé d'aller au rang d'amiral parce qu'il voulait pas être affilié au Dragon Céleste, qu'il a dû être obligé de sauver. Et il s'est fait tous les empereurs dans leur prime time, en plus de leur équipage, juste avec son bro Roger. Notons enfin la première mention officielle, merci Oda, du SSG, le Special Scientist Group, qui du coup, eh bien, est soit le nom du groupe, soit le nom de l'arme, ça n'a pas été totalement officialisé, de Vegapunk, qui a vocation à fracasser les Shichibukai. C'est ça, et donc ça avait été, rappelez-vous, annoncé la toute première fois sur Marie-Joie au chapitre 906 par Isho, qui rencontrait le taureau vert. Ils disent, il faut quand même voir si le SSG arrive à abolir les Shichibukai, parce que pour le moment c'est pas gagné. Et je me demande tout simplement si Ishu en fait, bah il est pas parti aller contre Mihawk, tu vois, et qu'en fait là, bah il y a vraiment la bagarre en fait. Je me demande si c'était pas la bataille en direct, c'est quoi dire, mais je me demande en fait. Non, c'est pas ça. Bah c'est possible, c'est possible, parce que si vraiment, et d'ailleurs on voyait un Akainu assez calme et tout, tu vois, et peut-être qu'il a accepté parce que bah Ishu c'est vraiment impliqué dans ce boulot là, il s'est dit bah moi je vais abolir les Shichibukai, j'y vais moi-même, tu vois. Je pense que aucun Shichibukai peut tenir tête face à un amiral et la force de la marine. Mihawk. Il y a une personne qui s'entend bien quand même avec Isho, et c'est vraiment très curieux parce que c'était pas vraiment les derniers rapports qu'ils avaient entre eux récemment. C'est quand même Sakazuki, le frérot. Sakazuki, c'est quelqu'un qui était là tranquillement. La dernière fois, il était là en mode tu reviens mettre les pieds, voilà chez moi, tu dégages, on te veut plus. Et là, c'est franchement Isho. Merci le sang, t'as assuré et tout. Bon, c'est un peu particulier, mais du coup, eh bien, on a une certaine volonté du mangaka ici à souligner, qui est celle, eh bien, de vouloir d'un coup, franchement, je te vois Oda. Ah, essaye de nous le faire aimer un petit peu. Non mais c'est vrai, regardez-le quand il est vrai. Non mais sincèrement c'est pas la position d'un personnage détestable d'en avoir beaucoup de choses en tête, de dire putain mais ça fait chier parce qu'on a en plus les Big Mom et tout ça qui s'allient et tout. C'est vraiment, en tout cas Isho, merci le frère et tout, on reste en contact à mon 06, tout ça. Et qui vraiment, vis-à-vis de Wano, défend quelque chose. Parce que voilà, ça qui est incroyable, c'est que mais quand même tous les chemins mènent à Wano Kuni. Et ça je trouve ça incroyable, parce qu'Oda il a eu la meilleure méthode possible. Il nous offre le meilleur ticket de retour sur le pays de l'harmonie. Parce que quand même, le gars il nous fait un diptyque full, mais vraiment full de révélations, des trucs de malade. La guerre mondiale qui se prépare, les Shichibukai abolis, la guerre de la marine, un délire prime révélé et tout. Et là, il nous dit en fait, mais tout ça, vraiment, les plus grandes primes des plus grands pirates de tous les temps étaient en fait grave in love avec un mec qui venait de Wano Kuni. Et ça, j'adore, parce que en gros, Oda, il nous dit, bon, les gars, je vous montre en 2 chapitres que mon monde, il est incroyable, il se passe plein de trucs, mais attendez, le meilleur arc de mon manga, ça reste Wano Kuni, retournez-y, et le prochain chapitre, qu'est-ce qui va se passer alors? Ça va forcément s'ouvrir sur le 3e acte de Wano Kuni, qui va être le flashback, un acte entier sur les révélations de qui est Oden Kuzuki, parce que voilà, on en parlait, c'était il y a presque 1 an. Beaucoup étaient là en mode, bah non, la 3e partie ça va forcément être la bagarre et tout. Non, dans le théâtre Kabuki, ce sera première partie introduction, 2e partie mise en construction et tout, et 3e partie flashback, avant 4e partie bagarre, 5e partie. C'est ultra important pour pouvoir expliquer un petit peu toutes les origines des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment Eiichiro Oda, qu'est-ce qu'il est fort pour pouvoir nous dire, bon, c'est quand même amené un petit peu sur un plateau en argent, parce que on a quand même toutes les conséquences énormes qui vraiment nous dit Pfiou Rox, Pfiou Barreau Blanche, Pfiou tout cela, et au final, ça converge vers un point très bizarre qui est Wano Kuni. Et bah là les amis, on va connaître, et tandis qu'on s'attend à retrouver Zoro et Iori là, eh bien on va retomber, je pense, des années auparavant avec un jeune Oden, et ça va être magnifique. Et en plus c'est tout bête, mais ça tombe vraiment comme l'incident des Rox, ça va arriver environ il y a 40 ans, forcément. Et c'est ça que je trouve, mais... Notons également quelque chose d'important, c'est, vous êtes beaucoup à nous avoir parlé, je sais, on trouve ça un peu bizarre parce que on a l'impression que ça tombe pas très bien de sens avec la chronologie, mais que la place de seconde de Chèvre Blanche qui était vacante pour Ace, eh bien tombée sous le sens dans la mesure où c'était celle d'Oden du coup avant qu'il quitte. Mais il faudrait qu'elle soit vacante depuis environ 30 ans, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que je suis vraiment content pour le personnage d'Oden Kuzuki, parce que à chaque review, moi je vous tannais avec ça, je dis ouais putain, mais on se rend pas compte vraiment de la dimension de ce personnage là, je pense vraiment qu'on se rend pas compte encore. Et là Oda vraiment il nous le dit, putain, il y avait un homme que Shanks a kiffé, que Barbe Blanche a kiffé, que Roger a kiffé, c'est Oden Kuzuki. Qui c'était ce mec? C'est qui? Sa femme, elle vient du
forcément du siècle oublié. Elle allait dans le futur et tout, elle a amené tout le monde. Tout ça, c'est des masterminds de fou. Je pense vraiment que Toki Kuzuki, elle a choisi son temps. Elle a choisi le moment précis, le point de convergence ultime pour emmener Momo dans le futur, pour que Luffy soit là, pour que vraiment, je pense qu'il y a un truc, mais de, tu sais, genre à l'interstellar, vraiment c'est un truc qui va nous, mais totalement, on va se retrouver trop con face à tout ça. Je pense vraiment que si Roger, Shanks et Barbe Blanche étaient intéressés par un seul homme, c'est parce que le gars brisait le quatrième mur, il brisait toutes les dimensions physiques, le gars il est arrivé avec des full révélations, et c'est ça qui était très intéressant, et je suis trop content de savoir que ça va se passer sous les cerisiers, dans la nature japonaise. C'est ce qu'on disait, tu sais, on va voir un flashback où d'un coup on va voir, oh regardez c'est Yasue et Shimotsuki qui arrivent, lui ouais Yasue, après on va voir Roger, ouais Roger, attendez mais il y a un autre avec lui, oh c'est Shanks, oh, avec lui c'est Baggy, regardez c'est Yori, vous vous rappelez d'elle. Maintenant à chaque fois, à chaque perso c'est la folie. Oda, c'est fini. bravo, parce que t'as réussi, en 22 ans t'as construit un monde, et maintenant c'est full legit. Je pense vraiment qu'il y aura plus de chapitres de mise en place vraiment dans One Piece. Il y a plus de place parce que maintenant vous allez foutre le chapitre le plus de mise en place où il va rien se passer, où il y a Zoro qui va marcher sur un pont, on va faire oh Zoro putain ça fait un bail. Une réussite. Vivez One Piece, lisez One Piece parce que c'est la meilleure vie possible en ce moment. C'est incroyable. Nous vraiment on a vraiment de la chance de pouvoir profiter de tout ça avec vous, de pouvoir en parler, de vous connaître ça depuis longtemps. On a vraiment de la chance de pouvoir exalter tout ça devant une caméra parce que mais le sinon plus on grand serait plaisir frustré. de tout ça, quand même, vraiment ce qui nous fait le plus kiffer, c'est vraiment de savoir que Sengoku a retrouvé sa chèvre. Alors que je pensais vraiment qu'il avait son gorille moi dans le nouveau monde. C'est vrai, et non bah, il était là vraiment à caresser sa chèvre et ça franchement, quel plaisir. Mais pas plus grand plaisir quand même que Akainu qui forcément protège Wano Kuni. Il peut pas, en tout cas, il veut cacher, il ne veut surtout pas que la marine aille sur Wano Kuni parce que je pense vraiment, on le sait tous indirectement qu'il tire ses origines de ce pays-là parce que, eh ben, ce tatouage, il fait très ancien Yakuza, c'est un mec quand même qui a une justice très extrême, il a pas été tendre. Excusez-moi, hein, on a Borsalino qui est le nom le plus européen de l'univers, et à côté on a Saka fucking Zuki. Donc c'est pour ça que c'est vraiment possible, et en plus c'est vraiment le chien rouge et tout, le gars il est enragé, on l'avait vu dessiner petit par Oda où c'était mais un énorme, il te prenait le couteau, comme ça il te plantait sa race, donc ça montre vraiment que c'était un mec qui vivait dans la rue, je sais pas trop où, qui était peut-être un ancien Yakuza, un mec voilà il est full tatoué. Je me demande s'il tire pas ces trucs de Wano Kuni, que donc ça le met dans le mal en fait ce pays, ça le met dans le mal. C'est le fils de Yogoro. Parce que annoncer un dernier chapitre avec le regard de Sengoku qui est là vraiment, c'est un peu chelou que tout vienne de Wano Kuni, n'est-ce pas Akainu? mais Ayo, voilà, oh, Akainu. c'est exactement ça, ce qui fait que vraiment, c'est presque, j'ai envie de dire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est Oda. Le regard en arrière, ça aurait pu être vraiment, tu trouves pas ça quand même bizarre, toi, entre nous? Mais là, c'est vraiment, hein, Sakazuki. Sakazuki, les amis, il arrive comme ça, sur son biceps, il y a marqué Hiker Wano, là. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut aller sur Wano. Ouvre la porte. Non. J'avoue. Non. Ah, je crois qu'il y a Wano. Non. Pourquoi c'est un pays de bâtards. C'est loin, C'est trop loin. Non. Ils sont trop forts. On le arrivera touchera. après le repas, là, non. Mais tout ça, c'est rien comparé à l'histoire qu'on va vous raconter. On est totalement ravagé par ce qu'on vient de trouver. C'est peut-être une théorie la plus importante de notre chaîne parce que on parle carrément de plusieurs générations dans un seul manga. Laissez-moi vous présenter deux philosophies que tout opposées. Laissez-moi vous présenter les Rocks Pirates et sa rencontre avec un homme qui portait un chapeau de paille. Maintenant nous savons tout, nous savons exactement ce que Shanks est allé dire aux Gorosei au chapitre 908, les prévenir de la dangerosité de Barbe Noire qui est le digne héritier de la volonté de Rox d'Ishebek, car Shanks devait forcément être au courant qu'un jour la marine et les pirates s'étaient déjà alliés pour faire tomber Rox, comme donc une alliance est possible aujourd'hui pour faire tomber Barbe Noire. L'histoire se répète, il y a alors clairement deux volontés dans One Piece, celle de dominer et celle de libérer. Barbe Blanche nous avait déjà tout dit à Marineford, je cite, comme certains portent la volonté de Roger, d'autres porteront la volonté de Ace et ce n'est pas toi que Roger attend. Marshall D. Teach est alors l'héritier d'une volonté du dit différente, la volonté de devenir le maître du monde, marchant sur les pas de Rox, nommant son navire en hommage à celui qui est son exemple comme Roger et celui de Luffy, nommant donc son navire le sabre de Shebek et s'installant sur la ruche. Tout ça pour son père. Et oui, réfléchissez bien, de tout le manga, nous n'avons vu que deux fois deux porteurs de D s'affronter. Rox D. Shebek contre Goldie Roger et Marshall D. Teach contre Portgas D. Ace. Les deux enfants des deux plus grands pirates de tous les temps. Oda créant une immense symbolique. Les deux orphelins, un qui détestait son père mort et un qui l'adorait mais tué par le père du deuxième, qui sans même le savoir se venge 40 ans plus tard. Deux enfants qui ont le même passif, qui n'ont jamais connu leur père et tous les deux recueillis par Barbe Blanche, mais surtout deux fils qui portent le
le nom de leur mère, Portgas et Marshall, pour ne pas être reconnus par le monde. La symbolique est alors extrêmement puissante. Les enfants s'entretuant à cause des actions de leur père, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous lisons peut-être une véritable tragédie grecque. Ce serait incroyable que ce soit le cas, car oui, les Rox ont été arrêtés il y a 38 ans, et Barbe Noire en a 40. Il a donc dû être ironiquement recueilli à l'âge de 2 ans par celui qu'il allait plus tard assassiner, Edward Newgate, Barbe Blanche, pour finalement se rendre compte que non, même si c'est un dit, ce n'est pas lui que Roger attend. La boucle est donc enfin bouclée, car au fond, Barbe Blanche voulait seulement une seule chose, une famille. Alors quoi de mieux que de commencer par adopter un orphelin, l'orphelin de son ancien capitaine. Voilà pourquoi Oda a dessiné Teach seul et triste enfant, tout simplement car il avait perdu sa famille, haïssant Goldie Roger et décidant à partir de maintenant de vivre uniquement pour exaucer la volonté de son père, pensant exaucer la volonté du dit. Alors que Rox avait rassemblé les plus grands pirates du monde, Marshall a fait exactement la même chose, allant au niveau 6 d'Impel Down pour les trouver, recrutant même un corsaire, Moria. Il est donc en train de créer à nouveau l'équipage des Rox pirates. Il va donc falloir l'arrêter et un seul homme va pouvoir en être capable, Monkey D. Luffy. Deux volontés à la fois si éloignées et si proches, la volonté des Rox s'opposant directement à la volonté du chapeau de paille, un clash de deux philosophies opposées que l'histoire va répéter. Voilà pourquoi tous les porteurs du Mugiwara sont contre lui depuis le début. Parallèle sur parallèle, Oda maîtrise parfaitement son œuvre. Rox D. Shebeck versus Goldie Roger, Marshall D. Teach versus Monkey D. Luffy, celui qui veut dominer contre celui qui veut libérer. Oda prépare l'affrontement final, le combat de ces deux hommes que tout sépare depuis le début, mais qui ont le même but, trouver Raftel. Car bien sûr que God Valley n'est pas Raftel, car seul Roger l'a atteint, mais God Valley était sûrement une des 4 clés pour atteindre Raftel. Voilà pourquoi les Dragons Célestes, la Marine, Roger et les Rox se trouvaient sur God Valley, car ils étaient tous dans la même course, celle pour le One Piece. Mais ce n'est pas tout, beaucoup se demandent pourquoi Garp a dû protéger les Tenryubito. Mais écoutez ceci. La présence de Garp, détestant et pourtant protégeant les Dragons Célestes, s'explique par un événement plus que touchant. Il devait sûrement protéger la mère de Luffy, la femme qu'aimait son fils, Monkey D. Dragon, n'ayant aucune sympathie pour les criminels, les Dragons Célestes, mais bien pour sa famille. Garp a donc été toute sa vie partagée entre son devoir et sa famille, rendant le personnage le plus tragique de tous, n'ayant pas pu sauver Ace ni sa belle-fille. Cela va faire presque 2 ans que nous avons réalisé une vidéo sur le sujet et vous la trouverez en description. La mère de Luffy devait sûrement être une Dragon Céleste, que Dragon a voulu venger toute sa vie sans savoir que son père, Garp, a dû lui aussi tenter de la sauver sans y arriver pour autant. Qui sait, Luffy serait alors le personnage pouvant faire le lien, car étant le fils d'une Tenryubito, mais aussi de l'homme le plus recherché au monde par les Tenryubito. Mais Garp, réussissant à sauver uniquement son petit-fils, décida donc d'enterrer l'histoire avec sa belle-fille. Voilà pourquoi personne ne sait rien aujourd'hui. Mais la présence de Roger et des Rox indique autre chose sur l'île, une présence sûre d'un Rod Poneglyph aujourd'hui disparu. Preuve aussi que le One Piece n'a pas été créé par Roger, il existait bien avant lui car ce dernier le recherchait. Mieux encore, vous vous demandez comment l'île a disparu et si je vous disais Pluton, car Crocodile nous l'avait déjà annoncé, la seule arme capable de détruire une île entière sans laisser la moindre trace, une arme capable de tout détruire, sauf l'indestructible même qui doit aujourd'hui se trouver donc au même endroit, mais sous l'eau, le dernier Rod Poneglyph. Car comme indiqué au chapitre 818 par Nekomamushi, doit se trouver sur God Valley le 4e et dernier Rod Poneglyph perdu, indiquant la position de Raftel, car c'était l'ancienne Marie-Joie, là où résidaient les Dragons Célestes, qui cachaient la vérité et donc le Rod Poneglyph. Un sur Totland, un sur Onigashima, un sur Zo et un sur God Valley. Mais Roger n'était pas seul, il y avait à ce moment-là ironiquement son meilleur allié, Monkey D. Garp, expliquant ces derniers mots qui aujourd'hui résonnent plus que jamais. J'ai une confiance absolue en toi, la même que je porte à mes compagnons. Et comme vous l'avez compris, le parallélisme comme le temps dans One Piece va faire son travail. Préparez-vous alors à voir une amitié vieille de plus de 22 ans prendre réellement forme à la fin du manga. Préparez-vous à voir Luffy et Kobe affronter le plus grand danger du monde. Car nous venons de parler de la volonté de Shebeck chez Teach, celle de Roger chez Luffy, mais il en reste un de D, Garp. C'est pourquoi nous pensons que Kobe est lui aussi un D, le digne héritier de la volonté de Garp qui prendra son rôle au sommet
prêt avec Luffy à l'affrontement final. Et qui sait, peut-être que par la suite, le nouveau roi des pirates se rendra lui aussi à son tour, en demandant une toute dernière faveur à son tout premier ami. Tant que personne ne trouve le One Piece et fasse ce que Roger n'a pas réussi à faire, le cercle sera infini. Il y aura toujours quelqu'un pour porter la flamme d'un autre, même si la lignée est éteinte, il y aura toujours quelqu'un pour lutter, jusqu'à ce que la volonté du Di soit exaucée, jusqu'à ce que l'homme devient libre et que Luffy trouve le One Piece, l'histoire est obligée de se répéter, car la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté.